Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Les histoires que nous allons interpréter cette semaine sont des histoires tirées des nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et la première histoire s'appelle Ombre. Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants, mais moi qui écris, je serai depuis longtemps parti pour la région des ombres. Car en vérité, d'étranges choses arriveront. Bien des choses secrètes seront révélées et bien des siècles passeront avant que ces notes soient vues par les hommes. Et quand ils les auront vues, les uns ne croiront pas, les autres douteront, et bien peu d'entre eux trouveront matière à méditation dans les caractères que je grave sur ces tablettes avec un stylus de fer. L'année avait été une année de terreur, pleine de sentiments plus intenses que la terreur, pour lesquels il n'y a pas de nom sur la terre, car beaucoup de prodiges et de signes avaient eu lieu, et de tous côtés, sur la terre et sur la mer, les ailes noires de la peste s'étaient largement déployées. Ceux-là, néanmoins, qui étaient savants dans les étoiles, n'ignoraient pas que les cieux avaient un aspect de malheur, et pour moi, entre autres, le grec oinos, il était évident que nous touchions au retour de cette 194e année où, à l'entrée du bélier, la planète Jupiter fait sa conjonction avec le rouge anneau du terrible Saturne. L'esprit particulier des cieux, si je ne me trompe pas grandement, manifestait sa puissance, non seulement sur le globe physique de la Terre, mais aussi sur les âmes, les pensées et les méditations de l'humanité. Une nuit, nous étions 7, au fond d'un noble palais, dans une sombre cité appelée Ptolémaïs, assis autour de quelques flacons d'un vin pourpre de Chios. Et notre chambre n'avait pas d'autre entrée qu'une haute porte d'airain, et la porte avait été façonnée par l'artisan Corinos, et elle était d'une rare main-d'œuvre et fermée en dedans. Pareillement, de noires draperies, protégeant cette chambre mélancolique, nous épargnaient l'aspect de la lune, des étoiles lugubres et des rues dépeuplées. Mais le pressentiment et le souvenir du fléau n'avaient pas pu être exclus aussi facilement. Il y avait autour de nous, auprès de nous, des choses dont je ne puis rendre distinctement compte. Des choses matérielles et spirituelles, une pesanteur dans l'atmosphère, une sensation d'étouffement, une angoisse. Et, par-dessus tout, ce terrible mode de l'existence que subissent les gens nerveux, quand les sens sont cruellement vivants et éveillés, et les facultés de l'esprit assoupies et mornes. Un poids mortel nous écrasait. Il s'étendait sur nos membres, sur l'ameublement de la salle, sur les verres dans lesquels nous buvions, et toutes ces choses opprimées et prostrées dans cet accablement. Tout, excepté les flammes des 7 lampes de fer qui éclairaient notre orgie. S'allongeant en minces filets de lumière, elles restaient toutes ainsi et brûlées, pâles et immobiles. Et, dans la table ronde d'ébène autour de laquelle nous étions assis, et que leur éclat transformait en miroir, chacun des convives contemplait la pâleur de sa propre figure et l'éclair inquiet des yeux mornes de ses camarades. Cependant, nous poussions des rires, et nous étions gais à notre façon, une façon hystérique, et nous chantions les chansons d'Anacréon, qui ne sont que folie, et nous buvions largement, quoique la pourpre du vin nous rappelât la pourpre du sang. Car il y avait dans la chambre un 8e personnage, le jeune Zoilus, mort, étendu tout de son long et enseveli. Il était le génie et le démon de la scène. Hélas, il n'avait point sa part de notre divertissement, sauf que sa figure, convulsée par le mal, et ses yeux, dans lesquels la mort n'avait éteint qu'à moitié le feu de la peste,
semblait prendre à notre joie autant d'intérêt que les morts sont capables d'en prendre à la joie de ceux qui doivent mourir. Mais, bien que moi, Oinos, je sentisse les yeux du défunt fixés sur moi, cependant je m'efforçais de ne pas comprendre l'amertume de leur expression et, regardant opiniâtrement dans la profondeur d'un miroir d'ébène, je chantais d'une voix haute et sonore les chansons du poète de Théos. Mais, graduellement, mon chant cessa et les échos, roulant au loin parmi les noires draperies de la chambre, devinrent faibles, indistincts, et s'évanouirent. Et voilà que de la chanson s'éleva une ombre sombre, indéfinie, une ombre semblable à celle que la lune, quand elle est basse dans le ciel, peut dessiner d'après le corps d'un homme. Mais ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu, ni d'aucun être connu. Et frissonnant un instant parmi les draperies, elle resta enfin, visible et droite, sur la surface de la porte d'airain. Mais l'ombre était vague, sans forme. Indéfinie, ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu de Grèce, ni d'un dieu de Chaldée, ni d'aucun dieu égyptien. Et l'ombre reposait sur la grande porte de bronze, et sous la corniche cintrée, et elle ne bougeait pas, et elle ne prononçait pas une parole, mais elle se fixait de plus en plus, et elle resta immobile. Et la porte sur laquelle l'ombre reposait était, si je m'en souviens bien, tout contre les pieds du jeune Zoilus enseveli. Mais nous, les 7 compagnons, ayant vu l'ombre, comme elle sortait des draperies, nous n'osions pas la contempler fixement, mais nous baissions les yeux et nous regardions toujours dans les profondeurs du miroir d'ébène. Et à la longue, moi, Oinos, je me hasardais à prononcer quelques mots à voix basse, et je demandais à l'ombre sa demeure et son nom. Et l'ombre répondit « Je suis ombre, et ma demeure est à côté des catacombes de Ptolémaïs, et tout près de ces sombres plaines infernales qui enserrent l'impur canal de Charon. » Et alors, tous les 7, nous nous dressâmes d'horreur sur nos sièges et nous nous tenions tremblants, frissonnants, effarés, car le timbre de la voix de l'ombre n'était pas le timbre d'un seul individu, mais d'une multitude d'êtres, et cette voix, variant ses inflexions de syllabe en syllabe, tombait confusément dans nos oreilles en imitant les accents connus et familiers de 1000 et 1000 amis disparus. Fin. La deuxième histoire s'intitule Le chat noir. Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou de m'y attendre dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou et très certainement je ne rêve pas. Mais demain, je meurs et aujourd'hui je voudrais décharger mon âme. Mon dessein immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Cependant, je n'essaierai pas de les élucider. Pour moi, ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils paraîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun. Quelque intelligence plus calme, plus logique et beaucoup moins excitable que la mienne, qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère.
Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux, et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux, et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance, et quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariai de bonne heure, et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point, et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient, en ce moment même, à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seul, je le nourrissais et il me suivait dans la maison partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subit une altération radicalement mauvaise. Je devins, de jour en jour, plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeais même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien, quand par hasard ou par amitié ils se jetaient dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool? Et à la longue, Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus. Mon âme originelle sembla tout à coup s'envoler de mon corps et une méchanceté hyper diabolique, saturée de djinn, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif et je l'ouvris. Je saisis la pauvre bête par la gorge et délibérément, je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis. Je brûle. Je frissonne en écrivant cette damnable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand j'eus cuvé les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvai un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords
pour le crime dont je m'étais rendu coupable, mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment, et l'âme n'en subit pas les atteintes. Je me replongeais dans les excès, et bientôt je noyais dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison selon son habitude, mais comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur de mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé, mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation. Et alors apparut, comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain. Une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris 100 fois commettant une action sotte ou vile par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre ? N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi ? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable de l'âme de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer, et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou, et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux, avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé, et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère, je le pendis. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle au point de la placer, si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour, où fut commise cette action cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri « Au feu !» Les rideaux de mon lit étaient en flammes. Toute la maison brûlait. Toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie, ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète. Toute ma fortune fut engloutie et je m'abandonnai dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre, je suis au-dessus de cette faiblesse, mais je rends compte d'une chaîne de faits, et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitai les ruines. Les murailles étaient tombées, une seule exceptée, et cette seule exception se trouva être une cloison intérieure, peu épaisse, située à peu près en milieu de la maison et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici, en grande partie, résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière avec une minutieuse et vive attention. Les mots étranges, singuliers et autres expressions analogues excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal.
Tout d'abord, en voyant cette apparition, car je ne pouvais guère considérer cela que comme une apparition, mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais enfin, la réflexion vint à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule et l'animal avait dû être détaché de l'arbre par quelqu'un et jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait, sans doute, dans le but de m'arracher au sommeil. La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étendu. La chaux de ce mur, combinée avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre, avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience, relativement aux faits surprenants que je viens de raconter, il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat, et durant cette période, un demi-sentiment revint dans mon âme, qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal, et à chercher autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce, et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assis à moitié stupéfié dans un repère plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum qui composaient le principal ameublement de la salle. Depuis quelques minutes, je regardais fixement le haut de ce tonneau et ce qui me surprenait maintenant, c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus. Je m'en approchai et je le touchai avec ma main. C'était un chat noir, un très gros chat, au moins aussi gros que Pluton, lui ressemblant absolument, excepté en un point. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, mais d'une forme indécise qui couvrait presque toute la région de la poitrine. À peine l'eus-je touché qu'il se leva subitement, ronronna fortement, se frotta contre ma main et parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête. J'offris tout de suite au propriétaire de lui acheter, mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, et ne l'avait, par ailleurs, jamais vu auparavant. Je continuai mes caresses, et quand je me préparais à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. Je lui permis de le faire, me baissant de temps à autre et le caressai en marchant, quand il fut arrivé à la maison. Il s'y trouva comme chez lui, et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt s'élever en moi une empathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré, mais je ne sais ni comment ni pourquoi cela eut lieu. Son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque et me fatiguait. Par de lents degrés, ces sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitais la créature. Une certaine sensation de honte et le souvenir de mon premier acte de cruauté m'empêchèrent de le maltraiter. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment. Mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec une indicible horreur et à fuir silencieusement son odieuse présence, comme le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin, après l'avoir amené à la maison que, comme Pluton, lui aussi, avait été privé d'un de ses yeux. Cette circonstance, toutefois, ne fit que le rendre plus cher à ma femme, qui, comme je l'ai déjà dit, possédait à un haut degré cette tendresse de sentiment qui, jadis, avait été mon trait caractéristique et la source fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion contre lui.
Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre au lecteur. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque par terre, ou bien, enfonçant ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêché, en partie par le souvenir de mon premier crime, mais principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable terreur de la bête. Cette terreur n'était pas positivement la terreur d'un mal physique, et cependant je serais fort en peine de le définir autrement. Je suis presque honteux d'avouer, oui, même dans cette cellule de malfaiteur, je suis presque honteux d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avaient été accrues par une des plus parfaites chimères qu'il fut possible de concevoir. Ma femme avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'ai parlé et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. Le lecteur se rappellera sans doute que cette marque, quoique grande, était primitivement indéfinie dans sa forme, mais lentement, par des degrés imperceptibles, et que ma raison s'efforça longtemps de considérer comme imaginaire, elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer. Et c'était là surtout ce qui me faisait prendre le monstre en horreur et en dégoût, et m'aurait poussé à m'en délivrer, si je l'avais osé. C'était maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose, l'image du gibet. Oh, lugubre et terrible machine, machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et maintenant, j'étais en vérité misérable au-delà de la misère possible de l'humanité, une bête brute, engendrée pour moi, homme façonné à l'image du Dieu très Dieu, très haut, une si grande et si intolérable infortune. Hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas un seul moment, et pendant la nuit, à chaque instant, quand je sortais de mes rêves pleins d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage et son immense poids, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de pareils tourments, le peu de bon qui restait en moi succomba. De mauvaises pensées devinrent mes seules intimes, les plus sombres et les plus mauvaises de toutes les pensées. La tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, était mon souffre-douleur ordinaire, la plus patiente victime des soudaines, fréquentes et indomptables éruptions d'une furie à laquelle je m'abandonnais dès lors aveuglement. Un jour, elle m'accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignait d'habiter. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier et, m'ayant presque culbuté la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie. Levant une hache et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel s'il l'avait porté comme je voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras et son étreinte et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba morte sur la place, sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli, je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par les voisins.
plusieurs projets traversèrent mon esprit. Un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis, je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave. Puis, je pensais à le jeter dans le puits de la cour, puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise avec les formes usitées et à charger un commissionnaire de le porter hors de la maison. Finalement, je m'arrêtai à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminai à le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge muraient, dit-on, leurs victimes. La cave était fort bien disposée pour un pareil dessein. Les murs étaient construits négligemment et avaient été récemment enduits dans toute leur étendue d'un gros plâtre que l'humidité de l'atmosphère avait empêché de durcir. De plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causée par une fausse cheminée ou espèce d'âtre qui avait été comblée et maçonnée dans le même genre que le reste de la cave. Je ne doutais pas qu'il ne me fût facile de déplacer les briques à cet endroit, d'y introduire le corps, et de murer le tout de la même manière, de sorte qu'aucun œil n'y put rien te couvrir de suspect. Et je ne fus pas déçu de mon calcul. À l'aide d'une pince, je délogeai très aisément les briques et, ayant soigneusement appliqué le corps contre le mur intérieur, je le soutins dans cette position jusqu'à ce que j'eusse rétabli, sans trop de peine, toute la maçonnerie dans son état primitif. M'étant procuré du mortier, du sable et du poêle avec toutes les précautions imaginables, je préparai un crépi qui ne pouvait pas être distingué de l'ancien, et je recouvris très soigneusement le nouveau briquetage. Quand j'eus fini, je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevai tous les gravats avec le plus grand soin, j'épluchai, pour ainsi dire, le sol. Je regardai triomphalement autour de moi et me dis à moi-même : ici, au moins, ma peine n'aura pas été perdue. Mon premier mouvement fut de chercher la bête qui avait été la cause d'un si grand malheur, car, à la fin, j'avais résolu fermement de le mettre à mort. Si j'avais pu la rencontrer dans ce moment, sa destinée était claire, mais il paraît que l'artificieux animal avait été alarmé par la violence de ma récente colère, et qu'il prenait soin de ne pas se montrer dans l'état actuel de mon humeur. Il est impossible de décrire ou d'imaginer la profonde, la béate sensation de soulagement que l'absence de la détestable créature détermina dans mon cœur. Elle ne se présenta pas de toute la nuit, et ainsi ce fut la première bonne nuit. Depuis son introduction dans la maison, que je dormis solidement et tranquillement, oui, je dormis avec le poids de ce meurtre sur l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent, et cependant, mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidé les lieux pour toujours. Je ne le verrais donc plus jamais. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée, mais naturellement on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le 4e jour, depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant néanmoins dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvai aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la 3e ou 4e fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre. Je croisais mes bras sur ma poitrine et me promenais çà et là avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot en matière de triomphe et de rendre 2 fois plus convaincus leur conviction de mon innocence. Gentlemen,
dis-je de vers la fin, comme leur troupe remontait l'escalier, je suis enchanté d'avoir apaisé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé et un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen, voilà une maison singulièrement bien bâtie. Dans mon désir enragé de dire quelque chose d'un air délibéré, je savais à peine ce que j'ai débité. Et je puis dire que c'est une maison admirablement bien construite. Ces murs, est-ce que vous partez, gentlemen? Ces murs sont solidement maçonnés. Et ici, par une bravade frénétique, je frappai fortement avec une canne que j'avais à la main juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. Ah, qu'au moins Dieu me protège et me délivre des griffes de l'archidémon. À peine l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence, qu'une voix me répondit du fond de la tombe. Une plainte d'abord voilée et entrecoupée, comme le sanglotement d'un enfant, puis, bientôt, s'enflant en un cri prolongé, sonore et continu, tout à fait anormal et anti-humain, un hurlement, un glapissement, moitié horreur et moitié triomphe, comme il en peut monter seulement de l'enfer, affreuse harmonie jaillissant à la fois de la gorge des damnés dans leur torture et des démons exultant dans la damnation. Vous dire mes pensées, ce serait folie. Je me sentis défaillir et je chancelai contre le mur opposé. Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Il tomba tout d'une pièce, le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge, dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Notre troisième et dernière histoire s'appelle Lionnerie. J'étais un grand homme, mais je ne suis ni l'auteur de Junius, ni l'homme au masque de fer, car mon nom est, je crois, Robert Jones, et je suis né quelque part dans la cité de Fumfudge. La première action de ma vie fut d'empoigner mon nez à deux mains. Ma mère vit cela et m'appela un génie. Mon père pleura de joie et me fit cadeau d'un traité de nosologie. Je le possédais à fond avant de porter des culottes. Je commençai dès lors à pressentir ma voie dans la science, et je compris bientôt que tout homme, pourvu qu'il ait un nez suffisamment marquant, peut, en se laissant conduire par lui, arriver à la dignité de lion. Mais mon attention ne se confina pas dans les pures théories. Chaque matin, je tirais 2 fois ma trompe et j'avalais une demi-douzaine de petits verres. Quand je fus arrivé à ma majorité, mon père me demanda un jour si je voulais le suivre dans son cabinet. « Mon fils, dit-il, quand nous fûmes assis, quel est le but principal de votre existence ?»« Mon père, répondis-je, c'est l'étude de la nosologie. »« Et qu'est-ce que la nosologie, Robert ?»« Monsieur, dis-je, c'est la science des nez. Et vous pouvez me dire, demanda-t-il, quel est le sens du mot nez ? Un nez, mon père, répliquai-je en baissant le ton, a été défini diversement par un millier d'auteurs. Ici, je tirai ma montre. Il est maintenant midi, ou peu s'en faut. Nous avons donc le temps, d'ici à minuit, de les passer tous en revue. Je commence donc le nez, suivant Bartholinus, et cette protubérance, cette bosse, cette excroissance, Cela va bien, Robert, interrompit le bon vieux gentleman. Je suis foudroyé par l'immensité de vos connaissances. Positivement, je le suis, oui, sur mon âme. Ici, il ferma les yeux et posa la main sur son cœur. Approchez, puis il me prit par le bras. Votre éducation peut être considérée maintenant comme achevée. Il est grandement temps que vous vous poussiez dans le monde, et vous n'avez rien de mieux à faire que de suivre simplement votre nez.
Ainsi, alors il me conduisit à coups de pied tout le long des escaliers jusqu'à la porte. Ainsi, sortez de chez moi, et que Dieu vous assiste. Comme je sentais en moi l'afflatus divin, je considérais cet accident comme presque un bonheur. Je jugeais que l'avis paternel était bon. Je résolus de suivre mon nez. Je résolus de suivre mon nez. Je le tirai tout d'abord 2 ou 3 fois. Et j'écrivis incontinent une brochure sur la nosologie. Tout Fumfudge fut sans dessus-dessous. Étonnant génie, dit le Quaterly. Admirable physiologiste, dit le Westminster. Habile gaillard, dit le Forain. Bel écrivain, dit l'Édimbourg. Profond penseur, dit le Dublin. Grand homme, dit Bentley. Âme divine, dit Fraser. Un des nôtres, dit Blackwood. Qui peut-il être, dit Mistress Bableu. Que peut-il être, dit la grosse Miss Bableu. Où peut-il être, dit la petite Miss Bableu. Mais je n'accorderai aucune attention à toute cette populace. J'allai tout droit à l'atelier d'un artiste. La duchesse de Dieu me bénisse posait pour son portrait. Le marquis de tel et tel tenait le caniche de la duchesse, le comte de chose et d'autres jouait avec le flacon de sel de la dame, et son Altesse royale de Noli me tangere se penchait sur le dos de son fauteuil. Je m'approchai de l'artiste et je dressai mon nez. « Oh, très beau !» soupira sa grâce. « Oh, au secours !» bégaya le marquis. « Oh, choquant !» murmura le comte. « Oh, abominable !» grogna son Altesse royale. « Combien en voulez-vous » demanda l'artiste. « De son nez » s'écria sa grâce. « 1000 livres » dis-je en m'asseyant. « 1000 livres » demanda l'artiste d'un air rêveur. « 1000 livres » dis-je. « C'est très beau » dit-il en extase. « C'est 1000 livres » dis-je. Le garantissez-vous demanda-t-il en tournant le nez vers le jour. Oui, je le garantis, dis-je en le mouchant vigoureusement. Est-ce bien un original demanda-t-il en le touchant avec respect. Hein dis-je en le tortillant de côté. Il n'en a pas été fait de copie demanda-t-il en l'étudiant au microscope. Jamais dis-je en le redressant. Admirable s'écria-t-il, tout étourdi par la beauté de la manœuvre. 1000 livres, dis-je. 1000 livres dit-il. Précisément, dis-je. 1000 livres dit-il. Juste, dis-je. Vous les aurez, dit-il. Quel morceau capital. Il me fit immédiatement un billet et prit un croquis de mon nez. Je louai un appartement dans Jermyn Street et j'adressai à Sa Majesté la 99e édition de ma nosologie, avec un portrait de la trompe. Le prince de Galles, ce mauvais petit libertin, m'invita à dîner. Nous étions tous lions et gens du meilleur ton. Il y avait là un néoplasticien, il cita Porphyre, Jamblique, Plotin, Proclus, Hieroclès, Maxime de Tyr et Syrianus. Il y avait un professeur de perfectibilité humaine. Il cita Turgot, Price, Priestley, Condorcet de Staël et l'ambitious student in ill health. Il y avait Sir Positive Paradox. Il remarqua que tous les fous étaient philosophes et que tous les philosophes étaient fous. Il y avait Aestheticus Ethics, il parla de feu, d'unité et d'atomes, d'âme double et préexistante, d'affinité et d'empathie, d'intelligence primitive et d'homo émeri. Il y avait Théologos Théologie, il bavarda sur Eusèbe et Arius, sur l'hérésie et le concile de Nicée, sur le puséisme et le consubentalianisme, sur Homorius et Homiosus. Il y avait Fricassé du rocher de Cancale, il parla de langue à l'écarlate, de chou-fleur à la sauce veloutée, de veau à la sauce ménénoul, de marinade à la Saint-Florentin et de gelée d'orange en mosaïque. Il y avait Bibulus Obumper, il dit son mot sur le Latfour et le Marc-Brunnen, sur le Champagne mousseux et le Chambertin, sur le Richebourg et le Saint-Georges, sur le Haut-Brion, le Léoville et le Médoc, sur le Barsac, le Prégnac, sur le Grave, sur le Lauterne, le Lafitte, Saint-Péret. Il hocha la tête à l'endroit du Clos Vougeot et se vanta de distinguer les yeux fermés le Xégrès de l'Amontillado. Il y avait
Il signol Tintontino de Florence. Il expliqua Cimabue, Arpino, Tintontino, Carpaccio et Agostino. Il parla des ténèbres du Caravage, de la suavité de l'Albane, du coloris du Titien, des vastes commères des rubans et des polissonneries de Jean Steen. Il y avait le recteur de l'université de Femfudge. Il émit cette opinion que la lune s'appelait Bendis en Thrace, Bubastis en Égypte, Diane en Europe et Artémis en Grèce. Il y avait un grand turc de Stamboul, il ne pouvait pas s'empêcher de croire que les anges étaient des chevaux, des coqs et des taureaux, qu'il existait dans le 6e ciel quelqu'un qui avait 60 et 10 000 têtes, et que la terre était supportée par une vache bleue de ciel ornée d'un nombre incalculable de cornes vertes. Il y avait Delphinus Polyglotte. Il nous dit ce qu'étaient devenues les 83 tragédies perdues d'Échille, les 54 oraisons d'Isaüs, les 394 discours de Lysas, les 180 traités de Thérophraste, le 8e livre des sections coniques d'Apollonius, les hymnes et les dithyrambes de Pindare et les 45 tragédies d'Homère le Jeune. Il y avait Ferdinand, et puis il y avait moi. Je parlais de moi, de moi, de moi et de moi, de nosologie, de ma brochure et de moi. Je dressais mon nez et je parlais de moi. Heureux homme, homme miraculeux, dit le prince, superbe, dirent les convives, et le matin qui suivit, sa grâce de Dieu me bénisse me fit une visite. Viendrez-vous à Almac, mignonne créature dit-elle en me donnant une petite tape sous le menton. Oui, sur mon honneur, dis-je. Avec tout votre nez, sans exception demanda-t-elle. Aussi vrai que je vis, répliquai-je. Voici donc une carte d'invitation, bel ange. Dirais-je que vous viendrez chère duchesse, de tout mon cœur. Qui vous parle de votre cœur? Mais avec votre nez, avec tout votre nez, n'est-ce pas? Pas un brin de moins, mon amour, dis-je. Je le tortillai donc une ou deux fois, et je me rendis à Almac. Les salons étaient pleins à étouffer. Il arrive dit quelqu'un sur l'escalier. Il arrive dit un autre un peu plus haut. Il arrive dit un autre encore un peu plus haut. Il est arrivé s'écria la duchesse. Il est arrivé, le petit amour. Et en s'emparant fortement de moi avec ses deux mains, elle me baisa 3 fois sur le nez. Une sensation marquée parcourut immédiatement l'assemblée. Diavolo cria le comte de Capriocornuti. Dios guarda murmura Don Stiletto. Mille tonnerres jugea le prince de Grenouille. Mille tiaplé grogna l'électeur de Bloudonnuf. Cela ne pouvait pas passer ainsi. Je me fâchai. Je me tournai brusquement vers Bloudonnuf. Monsieur, lui dis-je, vous êtes un babouin. Monsieur, répliqua-t-il après une pause, Donner et Églaire. Je n'en demandai pas davantage. Nous échangeâmes nos cartes. À Chalk Farm, le lendemain matin, je lui abattis le nez. Et puis, je me présentai chez mes amis. Bête, dit le premier. Sot, dit le second. Butor, dit le troisième. Anne, le quatrième. Benet, le cinquième. Nigaud, le sixième. Sortez, dit le septième. Je me sentis très mortifié de tout cela. Et j'allai voir mon père. Mon père, lui demandai-je, quel est le but principal de mon existence? Mon fils, répliqua-t-il, c'est toujours l'étude de la nosologie, mais en frappant les lecteurs au nez, vous avez dépassé votre but. Vous avez un fort beau nez, c'est vrai, mais Bloudonnuf n'en a plus. Vous êtes sifflé, et il est devenu le héros du jour. Je vous accorde que dans Fumfudge, la grandeur d'un lion est proportionnée à la dimension de sa trompe. Mais bonté divine, il n'y a pas de rivalité possible avec un lion qui n'en a pas du tout. Fin. Merci de m'avoir écouté. C'est la deuxième vidéo spéciale de la rentrée. Edgar Allan Poe se rapproche très souvent du conte, mais avec de l'humour, mais on va dire un thème plutôt horrifique, un petit peu plus noir, plus sombre que les contes habituels. C'est ce qui m'intéressait dans ces histoires extraites des nouvelles histoires extraordinaires de l'auteur, de Poe. Et c'est pour cela que je l'ai choisi aujourd'hui. Son côté romancier de nouvelles me touche, et les sujets, on va dire, obscurs, un peu plus sombres, un petit peu plus matures me touchent aussi, et Poe en est un pilier de ces sujets. Alors,
Pourquoi Edgar Allan Poe donc? J'ai choisi Allan Poe parce qu'il est l'un des rares auteurs à avoir transformé la peur en quelque chose de profondément humain. Chez lui, l'horreur n'est jamais gratuite. Elle naît de la culpabilité, du remords, de ce que l'on refoule. Poe ne parle pas de monstres, il parle de nous, de ces moments où la raison se fissure, où l'on sent qu'on pourrait basculer. Il explore la chute, alors pas pour glorifier, mais pour en comprendre la mécanique, ce lent glissement qui nous mène du quotidien à la folie. Et c'est ce qui m'a toujours fasciné chez lui, cette façon de mêler la beauté du verbe à la noirceur de l'âme, de montrer que la peur peut aussi être une vérité. Poe, c'est l'ombre de l'humain mise en lumière, et le chat noir, c'est sans doute l'un de ses miroirs les plus troublants. Et c'est aussi une de mes nouvelles préférées de l'auteur. Alors, je ne vais faire les sens cachés que d'une nouvelle, en l'occurrence celle du chat noir. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit il y a une seconde, c'est une de mes nouvelles préférées de Poe. Mais aussi parce que je trouve que c'est, un texte d'une richesse symbolique et psychologique assez rare. Parce que c'est à la fois un conte horrifique, une étude de la culpabilité et une plongée dans la folie. Alors, tout d'abord, le premier sens caché d'après moi, c'est le sens psychologique, c'est donc la dégradation de l'esprit humain. Le narrateur est un homme ordinaire, aimant les animaux et sa femme, qui sombre peu à peu dans l'alcool et la folie. L'histoire retrace sa descente morale et mentale jusqu'au meurtre et à la damnation. Le chat noir devient le miroir de sa conscience, la part de lui qu'il tente de détruire, mais qui revient sans cesse. Le vrai monstre n'est pas le chat, c'est lui. Poe met en garde la fragilité de la raison humaine et la facilité avec laquelle elle peut se fissurer. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle, c'est le fait que on glisse avec lui dans sa folie, dans le sens où ses actes horribles n'ont plus de conséquences. Au début, il ne peut pas faire de mal à une mouche, et petit à petit, il devient de plus en plus violent, de plus en plus terrible, mais quand lui en parle, c'est tout à fait normal en fait. C'est comme s'il venait d'aller acheter le pain ou justement d'aider quelqu'un. Et je trouve ça hyper intéressant, voire même assez perturbant de rentrer dans la psyché du tueur, en l'occurrence. Alors le deuxième sens symbolique, ce serait le chat comme figure de remords. Le chat noir symbolise donc le remords qui ne meurt jamais, le second chat revient comme un fantôme un peu du premier, la conscience toujours là, même cachée dans les murs, l'animalité refoulée. Le narrateur, en tuant le chat, tente d'éliminer son instinct et sa culpabilité. Et le double, le second chat, avec sa tache blanche en forme de potence, matérialise son crime et préfigure sa fin. Le chat noir est un miroir. Ce qu'il est chez l'animal, c'est ce qu'il ne supporte pas en lui-même. Ensuite, la punition inévitable. Comme souvent chez Poe, il y a une logique de justice implacable. Le narrateur finit par être puni non par les hommes, mais par sa propre vanité. En se vantant devant la police, il trahit son crime. C'est la culpabilité inconsciente qui le pousse à se dénoncer malgré lui. On ne peut pas échapper à sa propre faute, la conscience finit toujours par parler. Enfin, on peut y voir un sens métaphysique et religieux avec l'emploi du mot damnation qui est dans la nouvelle. Et certains y voient une allégorie du péché. Le chat, noir comme la nuit et le diable, serait la manifestation du mal ou de la tentation dans certains folklores. Mais ce n'est pas un démon extérieur, c'est le démon intérieur du narrateur. Poe, marqué par la mort, la dépression et l'alcool, met ici en scène la lutte entre l'âme et la corruption. L'homme cherche à tuer le mal en lui, mais c'est lui-même qui le détruit. Enfin, un sens caché, ou disons un peu plus moderne, je dirais, la culpabilité comme identité. Si on transpose le récit à une lecture moderne, c'est une histoire sur le refoulement. Le narrateur nie ses pulsions, ses colères et ses instincts, et plus il les nie, plus elles explosent. Le chat n'est pas un simple animal, c'est le témoin du vrai soi que le narrateur veut faire taire. En voulant paraître bon, il devient monstrueux. Poe anticipe ici la psychanalyse. Ce qui est refoulé, finit toujours par revenir. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.